Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience du tribunal de Jefferson County, en Caroline du Nord, semblait figée hors du temps. Les murs en bois sombre absorbaient chaque souffle, chaque murmure, comme si la justice elle-même exigeait le silence avant de frapper. L'air était lourd, chargé de formalités, de jugements invisibles et de destins suspendus. Les bancs, alignés avec une rigueur militaire, accueillaient des citoyens venus observer, juger, parfois espérer. Au centre, trônait l'estrade. Surélevé, imposant, presque intimidant. Derrière elle, le juge Harold Whitman, 62 ans, visage sévère, cheveux grisonnants parfaitement peignés, robe noire impeccablement ajustée. Un homme connu pour son autorité inflexible, mais aussi pour son mépris discret envers ceux qu'il estimait hors normes. Il avait rendu des centaines de verdicts. Il croyait avoir tout vu. Ce matin-là, il se trompait. La porte latérale de la salle s'ouvrit lentement. Le grincement du bois résonna, attirant quelques regards distraits. Puis le silence s'installa, non pas parce que l'on reconnaissait quelqu'un d'important, mais parce que la présence semblait déplacer l'air. Une adolescente noire entra seule. Elle ne portait ni menottes, ni badge officiel. Pas d'escorte. Pas de parents derrière elle. Seulement un tailleur gris sobre, trop strict pour son jeune âge, et un dossier épais serré contre sa poitrine. Sa démarche était posée, mesurée, comme si chaque pas avait été répété 1000 fois. Ses cheveux étaient tirés en arrière avec soin, révélant un visage jeune, mais marqué par une concentration presque troublante. Elle ne regardait pas le public. Elle ne regardait pas le juge. Elle avançait droit devant elle. Les murmures commencèrent aussitôt. Elle est accusée de quoi? Elle a l'air beaucoup trop jeune pour être ici seule. C'est encore une erreur de procédure? Une femme âgée fronça les sourcils. Un homme secoua la tête avec pitié. Sur le banc des avocats, certains échangèrent des regards amusés. D'autres, agacés. Aucun ne la reconnut. Personne ne se demanda pourquoi une adolescente entrerait seule dans une salle d'audience fédérale. Le juge Whitman leva enfin les yeux. Son regard glissa sur elle, rapide, mécanique, puis s'arrêta. Ses lèvres se pincèrent. Ce n'était pas de la surprise. C'était un jugement immédiat. Il s'appuya légèrement en arrière, observa son visage, sa posture, son âge évident. Un sourire discret, presque imperceptible, se dessina au coin de sa bouche. Un sourire de supériorité. Dans son esprit, tout était déjà clair. Une jeune fille perdue, mal orientée, probablement victime d'une mauvaise décision ou d'un malentendu administratif. Ou pire. Il tapota son stylo contre le bureau, visiblement peu pressé. La jeune fille s'arrêta à sa place. Elle posa calmement son dossier sur la table, ajusta légèrement sa veste, puis leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose troubla le juge. Pas de peur. Pas d'arrogance. Pas de supplication. Seulement une assurance silencieuse, dérangeante, presque insolente pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais Whitman balaya ce malaise aussitôt. Il avait vu des regards avant. Il avait entendu des mensonges plus élaborés que cela. Il se pencha vers le micro. La salle retint son souffle. « Mademoiselle, dit-il d'une voix faussement patiente. Savez-vous où vous êtes ?» Quelques rires étouffés éclatèrent dans le fond de la salle. L'adolescente ne réagit pas. Elle inspira lentement. Et dans ce silence tendu, personne ne savait encore que cette salle allait être témoin d'une humiliation inversée. D'une leçon de justice. Et d'une vérité que même le juge n'était pas prêt à entendre. Le léger écho du micro amplifia la voix du juge Whitman dans toute la salle. « Mademoiselle, répéta-t-il. Je vous ai posé une question simple. Savez-vous où vous êtes ?» L'adolescente releva légèrement le menton. « Oui, monsieur le juge. Je suis dans une cour de justice, régie par la Constitution des États-Unis et le Code de procédure pénale de Caroline du Nord. » Un silence gêné suivit. Ce n'était pas la réponse attendue. Whitman fronça imperceptiblement les sourcils,
mais se ressaisit aussitôt. Il croisa les mains devant lui, affichant ce calme paternaliste que tant d'accusés avaient déjà appris à redouter. « Très bien, dit-il avec un sourire faussement indulgent. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes seul, sans représentant légal, sans tuteur, et manifestement sans expérience judiciaire ?» Il marqua une pause, laissant ses mots flotter. Ce tribunal traite d'affaires sérieuses. Des vies peuvent être affectées par ce qui se dit ici. Ce n'est pas un endroit pour improviser. Quelques ricanements parcoururent les bancs du public. Aliyah Monroe resta immobile. Elle posa lentement ses deux mains sur la table devant elle, geste simple, maîtrisé. Puis elle parla, d'une voix calme mais ferme. « Je ne suis pas ici pour improviser, monsieur le juge. Je suis ici pour plaider. » Cette fois, les murmures devinrent plus audibles. « Plaider ? Elle plaisante ?» Un avocat plus âgé, assis au premier rang, pencha la tête, intrigué. Quelque chose, dans son ton, ne sonnait pas faux. Mais Whitman, lui, laissa échapper un bref rire sec. « Plaider ?» répéta-t-il. « Très bien. Pour qui, exactement ?» Aliyah ouvrit son dossier avec précision. « Pour Marcus Hill, » répondit-elle. Dossier numéro 24 à 1187. Accusation, agression aggravée sur agent public. Un frisson parcourut la salle. Cette affaire était connue. Un jeune homme noir, arrêté lors d'un contrôle routier qui avait dégénéré. Vidéo floue. Témoins contradictoires. Un policier blessé. Une version officielle déjà solidement installée. Whitman tapota du doigt sur son bureau. « Vous voulez dire que vous représentez l'accusé ? » « Oui, monsieur le juge. » « Et depuis quand une adolescente décide-t-elle de défendre un dossier aussi grave ? » Le mot « adolescente » fut appuyé, presque tranchant. Aliyah releva les yeux vers lui. « Depuis que la loi m'y autorise. » Elle sortit un document de son dossier et le posa lentement sur la table. « Admission exceptionnelle au barreau. Validation du comité disciplinaire. Autorisation expresse de représenter mon client aujourd'hui. » Le greffier se leva pour récupérer les papiers. À mesure qu'il les lisait, son visage changea. « Monsieur le juge, » murmura-t-il, troublé. « Tout est conforme. » Whitman se pencha en avant. « Donnez-moi ça. » Il attrapa les documents, parcourut les lignes, de plus en plus lentement. Les mots étaient clairs. Officiel. Irréfutable. Son sourire disparut. « Harvard Law School ?» murmura-t-il. « Programme accéléré, 18 ans. » Il releva brusquement la tête. « Cela ne prouve pas que vous soyez prête à affronter cette cour, mademoiselle Monroe. » Aliyah ne cligna pas des yeux. « Avec respect, monsieur le juge. » La loi ne conditionne pas la compétence à l'âge, mais à la qualification. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Whitman sentit la dynamique lui échapper. Il se redressa, visiblement agacé. « Très bien, » dit-il d'un ton plus dur. « Puisque vous insistez, nous allons voir si votre précocité résiste à la réalité. » Il frappa légèrement le marteau. « Vous avez la parole. » Aliyah inspira profondément. Ce moment, elle l'attendait depuis longtemps. Et sans le savoir, le juge venait d'ouvrir la porte à la plus grande remise en question de sa carrière. Aliyah Monroe ne se leva pas tout de suite. Elle prit une seconde de plus. Pas pour réfléchir, tout était déjà clair dans son esprit, mais pour laisser le silence s'installer. Dans une salle d'audience, le silence est une arme. Elle le savait. Puis elle se leva. « Monsieur le juge, avant toute chose, je demande l'autorisation de projeter un élément de preuve vidéo déjà versé au dossier, mais jamais visionné dans son intégralité lors des audiences précédentes. » Whitman plissa les yeux. « Vous insinuez que cette cour aurait négligé un élément ? » « J'affirme, » répondit-elle calmement, « que cet élément n'a été présenté que partiellement. » Un murmure inquiet parcourut la salle. Le procureur, Daniel Reeves, la quarantaine confiante, ajusta sa cravate. « Objection, monsieur le juge. » La défense cherche à retarder la procédure avec des détails techniques. Aliyah se tourna vers lui, sans agressivité.
Ce que vous appelez un détail, maître Reeves, correspond exactement aux 87 secondes manquantes entre l'ordre verbal initial et l'arrestation violente de mon client. Le juge Whitman fixa le procureur. Réponse ? Reeves hésita une fraction de seconde. La vidéo est floue sur cette portion, monsieur le juge. Alia hocha la tête. Floue, oui. Inexistante, non. Elle se tourna vers le greffier. Veuillez lancer la vidéo à partir de 22h14 minutes 36 secondes. L'écran s'alluma. Au début, rien de spectaculaire. Un contrôle routier de nuit. 2 policiers. Une voiture arrêtée sur le bas-côté. Marcus Hill, main visible sur le volant. Puis la voix de l'agent Connor Blake. Sortez du véhicule. Marcus obéit. Arrêtez ici, demanda Alia. Elle se tourna vers le juge. Monsieur le juge, selon le rapport de l'agent Blake, mon client aurait refusé d'obtempérer à cet ordre. Or, la vidéo montre exactement l'inverse. Whitman se pencha en avant. Continuez. La vidéo reprit. On entendit Marcus dire calmement. Oui, officier. Dites-moi juste où mettre mes mains. Dans la salle, quelqu'un inspira brusquement. Puis la situation dégénéra. Un geste brusque. Une voix plus forte. Un ordre contradictoire. Arrêtez encore. Alia pointa l'écran. À ce moment précis, l'agent Blake donne 2 ordres simultanés. Mettez vos mains sur le capot et tournez-vous. Elle se tourna vers le juge. Monsieur le juge, toute personne formée en procédure sait que cela constitue une confusion opérationnelle, surtout sous stress. Le procureur tenta d'intervenir. Objection. Analyse subjective. Alia répondit sans se tourner vers lui. Analyse confirmée par le manuel de formation de la police d'État, section 4.3, paragraphe B. Le silence fut total. Whitman consulta brièvement un document devant lui. Continuez. La vidéo montra alors l'instant clé. Marcus, tentant d'obéir, bouge légèrement. L'agent le plaque violemment au sol. Stop. Alia ferma son dossier. Voilà les 87 secondes que personne n'a jamais vraiment regardées. Pas parce qu'elles sont floues. Mais parce qu'elles dérangent. Elle marqua une pause. Monsieur le juge, l'accusation repose sur l'idée que mon client a agressé un agent. Or, la vidéo montre une escalade initiée par l'agent, sans menace réelle préalable. Le juge Whitman resta silencieux. Dans le public, les regards avaient changé. Ce n'était plus une adolescente. C'était une avocate. Reeves tenta une dernière carte. Même si la procédure était imparfaite, l'agent a été blessé. Alia hocha lentement la tête. Oui. Et nous le regrettons sincèrement. Puis elle leva les yeux. Mais la blessure ne transforme pas une intervention abusive en agression volontaire. Elle se rassit. Le silence qui suivit fut lourd, dense. Whitman inspira profondément. Il n'avait plus affaire à une enfant. Et il le savait. Le silence qui suivit la plaidoirie d'Alia Monroe était différent. Ce n'était plus le silence de la curiosité. C'était celui du doute. Le juge Harold Whitman resta immobile, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur l'écran désormais noir. Autour de lui, la salle semblait attendre une réaction, une autorité, un rappel à l'ordre. Mais pour la première fois depuis longtemps, Whitman hésitait. Il racla doucement la gorge. « Maître Reeves, dit-il enfin. Souhaitez-vous répondre sur le fond ?» Le procureur se leva lentement. Son assurance du début avait disparu. Il feuilleta ses notes, cherchant une faille. « Monsieur le juge, l'agent Blake a agi selon son appréciation du danger. La situation était tendue. Il faisait nuit. Le suspect. » Il s'arrêta. L'accusé, corrigea Tegill, a effectué un mouvement brusque. Alia se leva immédiatement. « Monsieur le juge, puis-je poser une question au procureur ?» Whitman hocha la tête. « Allez-y. » Elle se tourna vers Reeves. « Maître Reeves, pouvez-vous indiquer à cette cour quel mouvement précis, à quelle seconde exacte,
constitue selon vous une menace justifiant l'usage de la force? Reeves resta silencieux. Il regarda ses notes. Puis l'écran. Puis le juge. Le contexte global, répondit-il finalement. Aaliyah ne haussa pas le ton. Le droit pénal ne juge pas le contexte global. Il juge des faits précis. Un frisson parcourut la salle. Whitman sentit quelque chose se fissurer en lui. Cette voix? Cette précision? Elle lui rappelait quelqu'un. Il ferma brièvement les yeux. 17 ans plus tôt. Une autre salle. Un autre dossier. Un jeune avocat noir, brillant, méthodique, respectueux, mais ignoré. Il se souvenait. Il se souvenait avoir pensé. Trop sûr de lui. Trop jeune. Il se souvenait de son propre ton. De ce même agacement. De ce même sourire condescendant. Et du verdict. Un verdict qui avait détruit une carrière naissante. Whitman rouvrit les yeux. Aaliyah se tenait là, droite, patiente, sans arrogance. Monsieur le juge, reprit-elle doucement. Mon client risque 15 ans de prison. Pas pour ce qu'il a fait. Mais pour ce qu'on a refusé de regarder. Les mots frappèrent Whitman plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il inspira profondément. Asseyez-vous, maître Monroe. Le mot maître résonna. Pour la première fois, il ne l'avait pas prononcé par obligation administrative. Il l'avait prononcé par reconnaissance. Il se tourna vers le procureur. Cette cour ne peut ignorer ce qui vient d'être présenté. Ni la vidéo. Ni les contradictions. Il frappa le marteau. Je demande une suspension d'audience de 15 minutes. Un murmure parcourut la salle, mais ce n'était plus du scepticisme. C'était de l'admiration. Aaliyah se rassit. Elle ne souriait pas. Elle ne savourait pas. Elle savait que le plus dur restait à venir. Mais quelque chose avait changé. Le juge Whitman n'était plus au-dessus d'elle. Il était désormais face à elle. Quand l'audience reprit, la salle n'était plus la même. Les chuchotements avaient disparu. Les regards, eux, s'étaient durcis, comme si chacun avait compris qu'il allait assister à quelque chose de rare. Le juge Harold Whitman revint à son siège plus lentement qu'à l'accoutumée. Son visage ne portait plus cette assurance rigide qu'on lui connaissait. Il consulta une dernière fois le dossier. Puis leva les yeux vers Aaliyah Monroe. Cette cour a examiné l'intégralité des éléments présentés, déclara-t-il. Y comprit ceux qui n'avaient, jusqu'à présent, pas reçu l'attention qu'ils méritaient. Il marqua une pause. Les images vidéo, croisées avec les rapports écrits, révèlent des incohérences majeures dans la version de l'accusation. Le procureur Reeves baissa légèrement la tête. Whitman poursuivit, la voix plus grave. En droit, le doute bénéficie à l'accusé. Or, ici, le doute n'est pas raisonnable. Il est évident. Un souffle parcourut la salle. Par conséquent, cette cour prononce la relaxe immédiate de Marcus Hill. Un murmure d'émotion éclata. Une femme porta la main à sa bouche. Marcus, au fond de la salle, ferma les yeux, submergé. Le marteau frappa. L'accusation d'agression sur agent est levée. Le dossier est clos. Whitman s'arrêta. Puis, contre toute attente, il se tourna de nouveau vers Aaliyah. Maître Monroe, cette cour vous doit des excuses. La salle se figea. Mon comportement initial était inapproprié. J'ai confondu apparence et compétence. Et ce faisant, j'ai failli trahir l'essence même de la justice. Il inspira profondément. Vous avez rappelé à cette cour que la loi n'appartient ni à l'âge, ni au pouvoir, ni aux préjugés. Aaliyah se leva lentement. Monsieur le juge, répondit-elle avec calme. La justice n'a pas besoin d'excuses. Elle a besoin de courage. Whitman hocha la tête. Et aujourd'hui, vous en avez fait preuve. Il frappa une dernière fois le marteau. Audience levée. Lorsque les gens quittèrent la salle, les regards se tournaient tous vers elle. Non par curiosité. Par respect. À la sortie, un journaliste l'interpella. Maître Monroe, comment une avocate de 18 ans parvient-elle à un tel niveau? Aaliyah s'arrêta.
Je n'ai pas appris à être exceptionnelle, dit-elle simplement. J'ai appris à être préparée. Elle s'éloigna, dossier sous le bras. Derrière elle, dans cette salle où elle avait été moquée, une vérité restait gravée. On peut sous-estimer une adolescente noire. Mais jamais la vérité qu'elle porte.